programme vous est proposé par iBurst Africa, Internet sérieux. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce magazine Info 7, magazine qui retrace l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir l'ancien PDG de la SNEL et qui actuellement anime une ASBL dénommée Debout Kinshasa. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Georges Bakali Sembe. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Bakali. Merci bien. Vous animez une ASBL dénommée Debout Kinshasa. Vous êtes originaire de la ville de Kinshasa? Originaire, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi ici, j'ai toujours vécu ici. Et en plus, j'aime beaucoup cette ville. Et si on vous disait Kinshasa de votre enfance et Kinshasa d'aujourd'hui, un petit parallélisme? Le parallèle est très difficile à faire, madame. Et je le dis souvent. Jusqu'aux années 70, Kinshasa c'était un grand village où tout le monde connaît tout le monde, où on vit en famille, c'est-à-dire c'est vraiment un grand village. Il faut vous dire que Kinshasa compte à cette époque moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, Kinshasa compte plus de 12 millions d'habitants. Donc on peut, oui, nostalgiquement, je peux dire oui, c'était mieux avant, mais en fait, je me défends de faire un parallélisme. Kinshasa, comme je dis, il y a 40 ans, c'était un grand village. Kinshasa aujourd'hui, c'est une grande agglomération. Une grande métropole. Métropole qui a des problèmes qui dépassent les problèmes que nous avons connus nous quand on a grandi dans cette ville. Et quels sont les objectifs que vous êtes assignés en créant cette ASBL de Kinshasa? Justement, c'est faire prendre conscience aux Kinois. Quand je dis Kinois, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nés ici. Quand je dis Kinois, il s'agit des gens qui habitent cette ville ou qui se sont expatriés, mais qui ont un point commun, un trait commun. Ce sont les gens qui aiment cette ville et qui veulent s'engager, qui pensent que Kinshasa ne peut pas rester ce qu'elle est aujourd'hui et que Kinshasa ne se développera que si ceux qui aiment la ville, la main dans la main avec ceux qui gouvernent cette ville, essayent de rehausser l'image de la ville. Donc, nous réfléchissons et nous essayons d'agir aussi. Ok. Nous prenons, mesdames et messieurs, le premier thème lié à l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies. Comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies était arrivé ce mercredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, accompagné du président de la Banque mondiale. Il a été reçu par les autorités de ce pays, le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, avant de se rendre dans la ville de Goma. Nous suivons donc ce condensé de notre rédaction. Ce sera sa deuxième visite en RDC après celle effectuée au lendemain de l'organisation de premières élections. Ban Ki-moon voulait alors marquer sa détermination et celle de son institution à accompagner la RDC dans sa quête vers un retour à la paix durable, surtout dans sa partie Est. Quelques années plus tard, le secrétaire général des Nations Unies va de nouveau fouler le sol de la RDC où la crainte d'une cristallisation de la situation sécuritaire a pris le dessus sur l'espoir qui commençait à renaître après les élections de 2006. Comme il a eu à le souligner le 24 février dernier à Addis Abeba, l'accord cadre est l'ultime solution pour une sortie définitive de ces crises à répétition dans la région de Grand Lac. Pour ce faire, chacun est appelé à respecter les engagements pris lors de la signature du dit accord. Nul ne doute que c'est de cela qu'il sera question tout au long de son séjour en RDC. Mais c'est également le moment choisi par les autorités congolaises pour faire une série d'annonces. Il s'agit par exemple de la mise sur pied par le chef de l'État le 15 mai dernier, soit une semaine avant, du comité de pilotage de mécanismes de suivi de l'accord cadre.
Ensuite, dans la foulée, le ministre des Médias va remettre sur scène la question des concertations, dont le délai pour sa tenue a été largement dépassé si l'on s'en tient au discours du président de la République. Il parlait alors du premier trimestre de l'année en cours. L'on se souvient alors que le mécanisme de suivi et le dialogue en interne sont là quelques-uns des engagements pris par le gouvernement congolais. D'où cette question dont le chef de quelques observateurs, pourquoi seulement maintenant? Est-ce pour présenter quelques avancées en interne par rapport à l'application de cet accord cadre ou est-ce une réelle volonté du pouvoir à respecter ses engagements? Au cas contraire, il aura des comptes à rendre non pas à l'Assemblée nationale, mais à la communauté internationale, parce que visiblement, cet accord le rend redevable à cette communauté internationale, celle-là même qui continue à prôner pour une résolution politique de la crise, quand bien même elle compte passer à l'offensive avec sa brigade d'intervention pour neutraliser les forces négatives. Tout cela démontre à suffisance qu'un faux pas n'est pas permis. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce mercredi avant midi à Kinshasa dans un contexte très tendu dans l'Est où FARDC et Maï Maï s'affrontent sans désemparer. Ban Ki-moon, qui fait la course à la montre, a rencontré le président de la République au Palais de la Nation. Le numéro 1 de l'ONU vient dans le cadre de la mise sur pied de mécanismes de fonctionnement de l'accord cadre conclu à Addis Abeba en février dernier. Pour Ban Ki-moon, la communauté internationale se mobilise pour le retour de la paix et la stabilité de la région de Grand Lac. L'avenir de la République démocratique du Congo, a-t-il insisté, réside dans l'application, dans le plus bref délai, de l'accord cadre et de la résolution 2098. Le président de la Banque mondiale a annoncé l'octroi d'1 milliard de dollars américains pour la relance du secteur énergétique dans le Grand Lac, en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi, mais aussi la réhabilitation des infrastructures au nord et au sud Kivu, mais aussi l'assistance des personnes touchées par la crise dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ce fonds, a précisé Ban Ki-moon, sera géré par la République démocratique du Congo. Ban Ki-moon fait une course à la montre. Après son entretien avec le chef de l'État, Joseph Kabila, il a pris langue avec le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre avant de s'envoler ce jeudi pour Goma. Goma où les affrontements entre les FARDC et les M23 ont déjà fait de nombreuses victimes. Salle de banquet du Palais du Peuple, cadre choisi pour les échanges entre la représentation du peuple et la délégation des Nations Unies conduite par Ban Ki-moon, à ses côtés le président de la Banque mondiale. La présence de ce dernier se justifie par le fait que les zones de conflit dans la partie est de la RDC vont être transformées en zone économique, histoire de favoriser la pacification dans cette partie de la République et pourquoi pas dans la sous-région. Le secrétaire général des Nations Unies, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le président de la Banque mondiale est là, considère que l'une des causes majeures des conflits dans la région des Grands Lacs se trouve être la pauvreté. Et ainsi, ils ont considéré qu'on ne peut pas trouver la solution au problème de la paix et de la sécurité si on n'intègre pas les leviers de développement. Ils ont insisté sur le financement du secteur éducatif, du secteur de la santé publique et de l'agriculture. Qu'on se rappelle que les pays sont pauvres et si ces pays restent fragiles, il y a toujours cette tendance à vouloir prendre les armes par les uns et les autres pour justifier quelques-unes des revendications. La rencontre de ce mercredi a aussi permis aux deux parties d'évoquer la question du déploiement de la brigade d'intervention, mais aussi de l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. La présence seulement du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, c'est un signal fort adressé à tous qui ne veulent pas consolider la paix dans notre pays, à tout ce qui veut déstabiliser la RDC. Ban Ki-moon nous a dit clairement qu'il félicite les efforts fournis par le peuple congolais et ses dirigeants, notamment le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée, ainsi de suite. Il félicite pour tout ce que nous sommes en train de faire pour ramener la paix au Congo. Il dit qu'il va continuer à soutenir le Congo.
Ban Ki-moon et sa suite étaient auparavant au Palais de la Nation. Ici, le secrétaire général des Nations Unies avait insisté sur la nécessité d'organiser le dialogue national, mais aussi les élections 2016 que la communauté internationale s'engage à soutenir. Georges Bakali, qu'est-ce que ça vous a inspiré la venue de Ban Ki-moon en ce moment précis? De prime abord, j'ai vu que cette fois-ci, le secrétaire général de l'ONU est arrivé avec le président de la Banque mondiale. En fait, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que maintenant on a compris que les causes parfois profondes de nos guerres, c'est la pauvreté. Parlons d'abord du secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu, on a dit que c'est presque la dernière chance. La chance pour notre pays de retrouver la paix, ce sont les accords, les accords cadres d'Addis Abeba. Effet d'annonce ou réalité, nous attendons. Mais pour autant, en tant que Congolais, nous devons nous mettre d'accord que ça a trop duré. La guerre? La guerre. La guerre et les souffrances de nos frères de l'Est. Moi, je crois que c'est sur ça qu'on doit se focaliser le plus. Et beaucoup de Congolais ont misé aussi sur cette brigade d'intervention, mais on attendra 2 mois pour sa mise en application. Vous savez, que ça devienne effectif. Le secrétaire général des Nations Unies l'a bien dit, il faut attendre encore 2 mois. Ceux qui sont impatients ont peut-être raison. Comparaison n'est pas raison. Voyons ce qui s'est passé au Mali. Le temps que les Nations Unies décident d'une brigade d'intervention, d'une brigade africaine d'intervention, la France y était déjà. Cela veut dire que pour ce problème-là, la communauté internationale a manifesté réellement un besoin d'intervenir. Pas chez nous. Pourquoi pas en République démocratique du Congo? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi pas un pays bien précis? C'est pourquoi je me dis, comparaison n'est pas raison. Peut-être que les raisons qui ont poussé la communauté internationale à intervenir de manière aussi rapide au Mali ne sont pas les mêmes chez nous. Congo. Mais pour autant, je dis, pour nous les Congolais, au-delà des interventions des uns et des autres, nous devons savoir que la paix dans notre pays viendra d'abord de nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là que, par exemple, les mouvements associatifs que j'anime et d'autres, les ONG, font un effort parce que je crois que ce sont ces mouvements citoyens qui ont compris que la paix dans notre pays ne pourra venir que des Congolais. Et là, nous lançons quand même souvent un appel à nos hommes politiques. Dans le monde entier, quand vous êtes confrontés aux épreuves que notre pays a connues ces 10-15 dernières années, il faut un réel consensus. Il faut qu'on oublie les divisions politiciennes pour se dire nous allons tous nous battre pour la paix. Oui, nous sommes des journalistes, nous fouinons un peu. On le sait, les chefs d'État se sont rendus à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine. Et le président, un des présidents a quand même dit que non, cette fois-ci, le Rwanda doit dialoguer aussi avec les FDLR et l'Ouganda avec ses FNL. Pourquoi seulement la République démocratique du Congo doit dialoguer avec le M23? Que chacun dialogue avec ses mouvements rebelles. Peut-être que ce sera une piste de solution. Peut-être, mais moi, la petite analyse que je fais, et souvent, ça revient souvent chez nous les Congolais. Moi, je crois que ceux qui meurent, ce sont nos frères. Pour moi, laissons les Rwandais régler les problèmes de ces FDLR au Rwanda. Que le Mali... Mais nous, on impose quand même à la République démocratique du Congo, peut-être le terme est fort, mais on nous impose quand même de dialoguer avec le M23. Pourquoi ne pas imposer au Rwanda de dialoguer avec les FDLR, par exemple? Parce que c'est le prétexte trouvé pour venir tout le temps en République démocratique du Congo. Bon, je ne veux pas être... on ne va pas polémiquer sur ça. Moi, j'ai mon point de vue. Mon point de vue est lequel? Quand on impose une démarche à un État, il faut que cet État, nous Congolais, nous nous posions la question de savoir pourquoi nous, on peut nous imposer et pas les autres. Parce que la raison n'est pas toujours à ceux qui imposent. Peut-être qu'il y a des raisons profondes. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, si les mouvements citoyens ont compris,
un effort doit être fait par notre classe politique. C'est peut-être la division de notre classe politique sur ce problème-là, alors que sur ce problème, il devait y avoir un consensus, qui nous affaiblit. Qui nous affaiblit. Je doute fort que la classe politique qui dirige le Rwanda aujourd'hui est divisée sur le problème rwandais. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ceux qui sont au Rwanda aujourd'hui, donnent l'impression qu'il y a un consensus, d'être soudés. Et on l'a suivi aussi, le secrétaire général des Nations Unies est allé à Kigali. Il a dit que le président Kagame fasse jouer son leadership dans la région. Quelle lecture faites-vous de cette phrase? Et quelle lecture nous pouvons faire? Si c'est Kagame qui doit jouer le leadership dans la région, dixit le secrétaire général, c'est l'appréciation qu'il a. C'est comme ça que j'ai dit que ça doit nous interpeller. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si l'Afrique, comme on dit, se divise en 4 grandes régions, le nord, l'ouest, l'est et le centre, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que le leadership de l'Afrique centrale, c'est le Congo. Je ne vous fais pas découvrir quelque chose. Depuis toujours, on a su, et même ceux qui pensent au développement savent que l'Afrique centrale ne se développera pas sans le Congo. C'est pourquoi je voudrais rebondir sur quelque chose qui est important, c'est la visite du président de la Banque mondiale, qui nous a accordé quand même un prêt assez important pour la région des Grands Lacs, bien sûr. Madame, les institutions de Bretton Woods interviennent dans notre pays depuis 40 ans. Depuis 75-76. Donc dans 2 ans, ça fera 40 ans. Je ne veux pas, comme on dit, tirer sur l'ambulance, mais il est quand même content qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse sur cette collaboration. Ça fait 40 ans. Des annonces, il y en a eu. Des prêts, il y en a eu. Il y en a eu. Des réformes imposées, soit par le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. Il y en a eu. Moi, j'étais à la SNEL pendant au moins 6 ans. J'ai dirigé un département qui avait en charge l'assistance technique. Je vous dis, sur 2 prêts, on a utilisé plus de 20 millions de dollars pour réfléchir sur les réformes de la SNEL. Je vous donne un exemple. L'OFIDA était une direction du ministère des Finances, au même titre que la direction de la comptabilité. C'est le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui nous disent ce n'est pas efficace, créer un office. On a créé un office. 40 ans après, les mêmes reviennent pour dire non, l'office... Alors, c'est pourquoi je dis, même les Européens, aujourd'hui, vous suivez certainement la Grèce, Chypre, l'Espagne ont des problèmes. Bretton Woods va là-bas, les mêmes, vous avez des dettes, austérité. Parce que c'est ce que nous avons fait depuis 40 ans. Nous, on a déjà commencé l'austérité bien avant. Depuis 40 ans. Austérité, ajustement, structurel, stabilisation, point d'achèvement dernièrement. Mais quand vous regardez la situation du pays, depuis lors, elle n'a fait que se dégrader. Je ne dis pas que c'est la faute. Cet argent a été mal utilisé, peut-être par ceux qui... Madame, l'argent mal utilisé, c'est vrai, mais c'est au-delà de tout. Quand vous êtes malade et que vous appelez un médecin, le meilleur spécialiste, si après 40 ans, il n'arrive toujours... Je ne dis pas que c'est la faute de ces gens, mais il faudrait qu'on repose la question. Dernièrement, on parlait d'un prêt de 3 milliards de Chinois. Je ne connais pas le contenu, mais le principe même. Comment ces gens ne comprennent pas que sans infrastructure, ce pays ne se relèvera jamais. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est lié à la CENI. Le chef de l'État, comme vous le savez, a déjà promulgué la loi par rapport à cette institution d'appui à la démocratie. Nous allons donc suivre le papier de fond sur le désordre qui bat son plein pour présider cette institution d'appui à la démocratie et la réaction de Martin Fayulu à cette institution. Suivons. C'est du désordre. L'expression est presque sur toutes les lèvres. Certains parlent de la confusion,
d'autres de la cacophonie. Le premier problème est celui de la loi portant composition de la CENI, avec des germes de conflits parce qu'elle est sur mesure. Les conflits, il y en a dans presque toutes les composantes à la société civile. Les composantes confession religieuse et éducation électorale se seraient scindées chacune en deux. Des listes parallèles seraient déjà sur la table d'Obem Minaku. La nouvelle société civile avait, elle, déposé une liste avec un seul nom. Le désordre est aussi constaté au sein de l'opposition. Le groupe parlementaire UDPS s'est scindé en deux et a déposé 2 listes parallèles. Dans tout cela, le bureau du président de l'Assemblée nationale n'oppose aucune résistance aux postulants. Des listes y sont enregistrées même si leurs composantes n'ont pas été bien identifiées. On dirait que les concertations entamées bien avant avec les différentes composantes n'avaient servi à rien. Dans l'opinion, on estime que cet engouement a été voulu de bon gré par le président de l'Assemblée nationale pour se donner du travail comme arbitre. 3 noms pour chaque poste, mais actuellement, on en serait déjà à un chiffre inattendu. Obem Minaku aurait bien joué sa partition pour réussir, peut-être, à parrainer certains candidats. À la différence de l'herbe au chap en 2011, la désignation des membres de la CENI n'avait pas aussi été controversée comme il en est le cas actuellement avec Obem Minaku. Une régression spectaculaire sur le plan démocratique. Ici, des calculs politiciens l'emportent sur la volonté de mieux améliorer la gestion des élections en RDC, dans l'esprit de la réforme étant réclamée après la catastrophe électorale de 2011. Comment l'un des 3 noms proposés par les composantes sera entériné par l'Assemblée nationale, c'est encore là une question coupe-gorge. Le sujet est très sensible qu'il appartient à Obem Minaku d'éprouver à la face du monde que tout est fait pour effectivement résoudre les tares d'Ngoyi Mulunda et non replonger le pays dans les chaos. Je vous donne ma philosophie, je vous donne ma démarche. Et je crois que la démarche devait être celle-là. Une démarche désintéressée. Une démarche pas forcément des députés, pas forcément des parlementaires. Nous avons des gens neutres. Nous avons des gens qui critiquent et l'opposition et la majorité. Nous avons des gens qui ne voient que l'intérêt du pays. Vous avez des noms ici au Congo, des gens qui portent ces pays. Il y a la société civile du Nord Kivu qui est extrêmement active. Ce n'est pas forcé que nous prenions des gens au sein de nos partis politiques. La CENI, c'est quelque chose de tellement important. Nous autres, nous avons failli laisser nos vies à cause de la CENI. Rappelez-vous quand on exigeait l'audit du fichier électoral, comment on nous a maltraités. Regardez, il est où aujourd'hui Chabani, Jacquemain Chabani. Bon, on peut se dire, oui, c'est vrai qu'il a eu des problèmes au sein de son parti politique. Mais c'est monsieur-là qui hier réclamait l'audit du fichier électoral, qui réclamait la transparence des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressé? On peut lui poser la question, il est politique. Est-ce qu'il veut aller ses camps? On peut lui poser la question. On peut dire, ah mais tiens, vous avez mené ces combats. Est-ce que vous pouvez? Georges Bakali, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement-là des Congolais à les déposer des noms pour présider la CENI? Il y a un homme politique, une dame politique française, pour ne pas citer Martine Aubry, qui disait quand il y a trop de flou, il y a un loup derrière. En fait, c'est la question qu'on se pose. Il s'agit d'une organisation, d'une structure qui organise les élections. On ne voit pas, et justement tout à l'heure, je vous disais au sujet du leadership, c'est ça l'image que nous donnons aux autres. Comment on peut nous prendre au sérieux? Premières élections, on nous dit on ne fait pas un recensement, on n'aura pas le temps. On s'est dit la deuxième procédure électorale, on le fera. On ne l'a pas fait. Maintenant, il reste 2 ans. Les gens, au lieu de discuter sur l'essentiel, ils discutent sur qui va organiser les élections. Mais je vous dis, nous à Kinshasa par exemple, savez-vous que
Chez nous, on calcule le nombre de députés sur la base, non pas de la population d'une contrée, mais sur la base des inscrits. Je ne suis pas juriste, mais je me dis, c'est anticonstitutionnel. Parce qu'un député doit représenter l'ensemble de la population. Il n'y a pas de recensement. On ne revoit rien. On discute de qui va organiser les élections. On critique ceux qui l'ont fait avant. Mais ceux qui l'ont fait avant, s'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'à la base, les choses n'étaient pas organisées. Moi, je vois tous les pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon, tous les pays africains qui organisent les élections, commencent à établir le fichier électoral 4 ans avant. Bien avant. Nous, on n'a pas encore commencé. On n'a pas commencé, on rit. Ça veut dire, cette année, les prochaines 2013, élections encore, ça sera sans recensement. Nous organisons des élections sans connaître exactement le nombre d'habitants qu'il y a dans notre pays. C'est quand même, c'est pourquoi je vous dis, quand on voit ce spectacle-là, qu'est-ce que vous voulez que vous et moi, on se dise? Je répète, il y a un loup derrière. Cherchez le loup. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Nous prenons le troisième thème. Nous suivons la réaction des politiques par rapport à la concertation. Comme vous le savez, les préparatifs pour la tenue du prochain forum national poursuivent leur bonhomme de chemin. Nous suivons donc la réaction des politiques congolais par rapport à ces concertations. Nous devons gagner le temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tergiverse, les groupes armés augmentent à travers le pays. Je pense que le dialogue, c'est la voie obligée. La voie obligée, pourquoi? Parce qu'à travers ce dialogue, nous aurons l'obligation de dégager une légitimité consensuelle. C'est une question du jour. Le chef de l'État va appeler les fils et les filles de notre pays pour que finalement ils discutent des questions, des fonds, parce que vous le savez, tout le monde parle de la légitimité, tout le monde parle de, je sais pas, des malaises aussi de la société. Je pense qu'avec ça, nous aurons à solidifier, n'est-ce pas, notre société. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus vite que cela a été, ou il faut attendre que l'opposition se mettre en ordre de bataille pour se représenter ou être dignement représenté? Moi, je pense que l'urgence de la nation doit aussi être celle de l'opposition. Il faut qu'à tout moment, les acteurs politiques soient capables de comprendre que l'intérêt supérieur de la nation, c'est la loi suprême. J'ai vu comment le président de l'Assemblée nationale a convoqué plusieurs composantes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'opposition, au niveau même de la diaspora. J'ai entendu parler de ça. Et cet effort-là tend vraiment à concrétiser. Il faut faire quand même confiance à un certain moment aux autorités politiques lorsque ce qu'elles font est bien. Et je suis convaincu qu'à l'issue de ces concertations, si elles peuvent avoir lieu, et comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement, ça va apaiser, de façon peut-être durable, même pour un temps avant les nouvelles élections, la société. Mais il faudra que les résolutions adoptées à l'issue de ces concertations soient aussi appliquées. Georges Bakali, vous l'avez dit, on doit parler de l'essentiel, mais selon vous, que peut être le cahier de charge de ce dialogue? On doit discuter de quoi, selon vous? Bon, il faut d'abord se poser la question de l'opportunité de ce dialogue. Moi, je suis d'une génération qui a connu tous les dialogues qu'il y a eu. Le premier, ce fut la conférence nationale. Ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de revivre 1990-1981, c'est-à-dire quand les Congolais, les Aïrois à l'époque, réclament la conférence nationale. Alors là... C'est exactement ça, vous avez l'impression que c'est ça? J'ai l'impression que... Mais à quel moment allons-nous parler de l'essentiel?
Parce que, madame, l'essentiel, c'est quoi? Madame, l'essentiel, regardez autour de nous. On est un pays qui est en train de prendre un retard terrible. Moi, je me demande, dans tous les domaines, prenons les domaines le plus simple, c'est le domaine de l'éducation. On est où aujourd'hui au plan de l'éducation? Moi, je vous dis, nulle part. Tous les autres sont en train d'avancer. Parlant de la Banque mondiale, je suivais dans une émission où le groupe La Banque mondiale mettait à la disposition du Kenya 22 milliards de dollars pour le développement des nouvelles technologies. Au Congo, en RDC, la seule école de nouvelles technologies, c'est IJIPA. Si vous vous rendez compte. Mais Brazzaville est à côté de nous. On est en train de prendre un retard et nous passons notre temps à dialoguer, alors que chaque dialogue fait les diagnostics de nos problèmes, tout le monde les connaît. Je vous disais, la classe politique exige un dialogue aujourd'hui. Mais les élections, à moins, c'est pourquoi je vous disais que quand il y a trop de flou, il y a un loup. On dirait que personne n'y croit à ces élections de 2016. Parce que si on y croyait, 2016 c'est la porte à côté. Bientôt on sera 2014. Donc on sera en 2016. Qu'on se focalise sur les élections. Sur les élections. Qu'on prépare les conditions qui permettent de réaliser des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est ça qu'on doit faire. Et ça, c'est d'abord connaître le nombre d'habitants. Corriger cette injustice qui fait que parce qu'il y a eu plus d'enrôlés chez vous, vous avez plus de députés, même si vous avez une population plus élevée. Refaire ce calendrier comme ça se fait dans le monde entier. On commence par le local et on monte jusqu'à la présidentielle. Et non le contraire. Nous, on fait le contraire parce que on était un peu pressé, il fallait aller vite. Mais maintenant, on n'a plus à aller vite. Mais au train où vont les choses, on va se focaliser sur le fameux dialogue. Pourquoi pas? S'il faut dialoguer, il faut dialoguer. Et puis on va se réveiller. Peut-être crever l'abcès. Et puis on va se réveiller. Ah ben les élections c'est dans un an. Alors on commence à discuter du fichier électoral. C'est maintenant qu'il faut savoir quel est le fichier électoral. C'est ça le problème. Donc moi je me dis, la conscience que nous les Congolais nous devons prendre, c'est que nous avons pris un retard important. Et non seulement nous avons entraîné avec nous la région, l'Afrique centrale. Parce que toutes les... Nous sommes la tête de pont, donc comme la RDC, quand la RDC tous, ben les autres sont... La presse étrangère, tout le monde dit que l'Afrique est le continent qui est en train vraiment de bouger. D'émerger. Dites-vous bien, cette Afrique-là, le Congo n'est pas dedans. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec le prochain thème. Nous allons à l'est de la République. Il y a une campagne de solidarité en faveur des victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné en avril dernier pour Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée dans la maison communale de la Gombe et à Beni, dans l'est de la République. 3 jours de ville morte contre l'insécurité dans ce territoire. Le mot d'ordre lancé par la société civile locale a été respecté. Boutiques, bureaux et marchés sont restés fermés ce samedi. Nous suivons. Lancée depuis le 13 avril dernier par le ministre des Affaires sociales, la campagne de solidarité est désormais effective pour le compte de la ville-province de Kinshasa. La commune de la Gombe est la première à lancer cette campagne. Chants, Sénètes et Nzango ont caractérisé cette cérémonie dans cette commune qui compte une population d'environ 2 millions d'habitants. Occasion pour le patron de cette municipalité de lancer un appel à ses compatriotes de souscrire à ce geste d'amour en faveur de la population de l'Est du pays. Magui Rwakabouba, vice-ministre de l'EPSP, représentant le ministre des Affaires sociales, revient ici avec l'objectif poursuivi. Cette campagne, placée sous le patronage de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, a pour finalité la création d'une chaîne de solidarité avec nos compatriotes de l'Est,
en proie aux affres de la guerre et qui ont pour seul recours la nation, de laquelle ils puisent leur énergie vitale. Prenons la parole au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa. Thérèse Olinga voit en cette campagne un signal fort, tant sur le plan international que sur le plan interne. Ceci doit être, au-delà du geste, de donner une symbolique forte à l'endroit de l'opinion nationale et surtout à l'endroit de l'opinion internationale. Pour nos enfants qui souffrent, qui ne savent plus aller à l'école, qui se trouvent en train de errer en forêt, dans les montagnes. Rappelons que cette campagne ira jusqu'au 31 juillet 2013 sur toute l'étendue de la RDC. La ville qui fera une grande collecte sera baptisée Ville de la Solidarité et son gouverneur ambassadeur des solidarités. À qui reviendra ce titre de mérite, l'avenir nous en dira plus. Cela n'arrive pas tous les jours. La société civile du Nord Kivu qui remercie le gouvernement congolais à son actif. 2 actes. D'abord la réplique jugée appropriée des FARDC provocation du M23, mais aussi l'interpellation ou encore l'arrestation de certains officiers infiltrés dans l'armée. Les militaires aguerris de l'armée loyaliste nous ont confirmé avoir reçu l'ordre ferme de poser la puissance de feu aux agresseurs. Ce qui manquait peut-être il y a quelques mois. Et nous avons vu les résultats aujourd'hui parce que les FARDC ont honoré la République démocratique du Congo sur le champ de bataille. Fort de ces avancées, la société civile du Nord Kivu estime qu'il faut prendre le taureau par les cornes et poursuivre avec l'option militaire pour une résolution définitive de la crise, n'en déplaise au secrétaire général des Nations Unies qui donne priorité aux pourparlers de Kampala non prometteurs. Le passage de Ban Ki-moon au pays a laissé un goût amer dans le chef de la société civile du Nord Kivu, elle qui s'attendait à l'opérationnalisation effective de la brigade d'intervention. Nous sommes malheureux de constater que M. Ban Ki-moon nous a demandé de patienter 1 mois ou 2 mois pour que la brigade d'intervention soit opérationnelle, alors que pour nous, la situation est très grave. Dans l'entretemps, la situation sécuritaire devient préoccupante, notamment à Beni, où plusieurs cas d'enlèvement sont signalés. Voilà qui justifie ce 3 jours de deuil décrété par la société civile de cette contrée. Elle appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et à suivre de près l'émergence d'un groupe terroriste qui serait en train de se constituer autour du mouvement rebelle ougandais ADF Lalo. Georges Bakali, vous avez suivi la société civile du Nord Kivu. Il se plaint encore de Ban Ki-moon. On nous demande de patienter encore 1 mois pour que cette brigade soit opérationnelle. Et entre-temps, les Congolais et les Congolaises qui meurent. Ben oui, mais justement, tout à l'heure on en a parlé. Oui. C'est là, c'est à partir de ce questionnement que nous devons nous dire que la solution à ce problème viendra d'abord de nous. Bon. Que doit-on faire pratiquement pour éviter un peu ces guerres récurrentes à l'est de la RDC? C'est ce que je vous ai dit, madame. Il faut d'abord qu'il y ait un consensus entre nous tous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent chez nous, on dirait qu'il y a un groupe qui se dit, si ça marche, ça sera la victoire des autres. Et l'autre groupe dit, si ça marche, ça sera la défaite des autres. Mais le jour où on se dira que si la paix revient, c'est au bénéfice de tous les Congolais. Déjà, si nous marquons cette volonté-là, nous avançons. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, montrons au monde notre sérieux. Parce qu'on a discuté de plusieurs problèmes ici. C'est cette image-là que nous donnons au monde qui fait croire aux uns aux autres que les Congolais étant incapables de résoudre leurs problèmes, nous allons le résoudre à notre rythme. Mais à notre rythme. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Le secrétaire général de l'ONU, pour monter une brigade, il a besoin, il suit une procédure. Il n'est pas le chef suprême qui décide aujourd'hui, fait demain. Il faut débloquer les fonds, il faut débloquer ceci. Donc, il est soumis à ça. Si nous voulons que ça aille vite,
nous devons nous y mettre aussi. Mais pourquoi je reviens quand je martèle, pourquoi nous exiger un dialogue encore à Kampala quand on sait que le M23 nous a attaqué récemment? Mais madame, nous avons parlé de dialogue ici, non? Mais je vous dis simplement ceci, la vraie question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Pourquoi on n'arrive pas à exiger aux autres, mais on nous exige toujours à nous? Est-ce que c'est le fait de ceux qui nous exigent ou c'est notre propre faiblesse qui justifie? Parce que la guerre à l'Est dure depuis plus d'une dizaine d'années. Le Rwanda, comme vous avez dit, a des problèmes politiques internes. Ça, c'est un secret pour personne. Mais pourquoi le Rwanda peut prendre des mesures propres et pas nous? La vraie question est celle-là, mais moi je n'ai pas de réponse. Je crois qu'il y a des gens qui sont là pour répondre à une telle question. Voilà, nous continuons, mesdames et messieurs. Nous nous rendons au Sénat, comme vous le savez. L'ouverture au Sénat, on s'est posé la question comment libéraliser le secteur de l'électricité en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. C'était vraiment une des préoccupations adressées au ministre des Ressources hydrauliques par les sénateurs. Bruno Kapanzi présentait donc ce mardi à cette institution le projet de loi sur l'amélioration de la desserte du taux d'électricité en République démocratique du Congo. Monsieur. Dans ses différentes réponses, Bruno Kapanzi a réitéré la détermination du gouvernement de doubler le taux d'accès en énergie électrique, soit le faire passer de 9 à 18%, d'augmenter le nombre des ménages desservis en électricité sur l'ensemble du territoire national, le tout pour une période de 5 ans. Le ministre des Ressources hydrauliques a en outre rassuré les sénateurs sur la participation des Congolais dans les marchés et les capitales des projets du secteur libéralisé, mais aussi la politique tarifaire, un mécanisme de subvention, non pas des consommations, mais des investissements pour les populations à faible revenu, sera mis sur pied. Bruno Kapanzi espère l'adoption dans les tout prochains jours de ce projet de loi par la Chambre haute, lequel ne consacre pas la privatisation ou moins encore la disparition de la SNEL. L'objectif de cette loi, c'est de donner de l'électricité au plus grand nombre, si pas à toute la population de notre pays. La loi ne vise nullement la privatisation de la SNEL. La SNEL reste une société qui est déjà privée avec un seul actionnaire, l'État. La loi permet seulement à la SNEL de se moderniser, de se mettre aux standards internationaux de gestion d'une société rentable, d'une société qui offre les meilleurs services à ses clients. Par ailleurs, le Sénat, par le biais de son président, se réjouit du rythme de travail effectué avec célérité, ce qui pourrait lui permettre d'éponger toutes les matières inscrites au calendrier de la session avant d'aller en vacances parlementaires. Là, Monsieur Bakali, nous entrons de plein pied dans ce secteur qui est vraiment très sensible et très primordial pour la République démocratique du Congo. La toute première question, c'est quelle est la différence entre libéraliser et privatiser? Bon, libéraliser, au fait, c'est rendre marchand, c'est-à-dire permettre à tout celui qui a les moyens d'exercer dans les secteurs d'y venir. Bon, privatiser. Quand on libéralise, on ne défend pas l'État. L'État aussi peut être dedans. D'autres investisseurs peuvent y être. Quand on parle de privatiser, c'est faire passer une entreprise qui avait comme propriétaire l'État, c'est-à-dire ouvrir son capital à tous les privés, quoi. Donc il peut y avoir concurrence, il peut y avoir aujourd'hui d'autres compagnies qui vont desservir l'électricité en RDC? Mais jamais on a défendu aux compagnies. Il n'y a pas eu monopole à un moment de la SNEL. Non, c'est justement le vrai problème qui se passe dans notre pays, c'est que on reste sur des postures. Il n'y a jamais la SNEL. Il n'y a aucune loi qui a dit que la SNEL avait le monopole de la production, du transport et de la distribution en République
démocratique du Congo, au Zaïre. On a créé la SNEL en 1974. La loi dit, la mission de la SNEL est de produire, de transporter et de distribuer l'électricité sur toute l'étendue de la République. C'est sa mission. Mais la loi ne dit pas que personne d'autre ne peut le faire. Évidemment, dans la mesure où toutes les sociétés qui faisaient la distribution, leur patrimoine a été récupéré par la SNEL, la SNEL devenait le seul propriétaire des réseaux de distribution. Ça, c'est vrai. Mais, au plan de la production, Kilomoto a gardé sa centrale. Elle vendait même son électricité à la SNEL. La Somenki, à Kindu, a gardé sa centrale. Zaïre Étain, à Manono, a gardé. Plusieurs sociétés ont gardé leur outil de production. Donc, et aucune loi ne les interdisait, puisqu'ils produisaient. L'Amiba en Boujimaï a gardé l'Umbilage, ils vendaient l'électricité à la SNEL. Donc, le cadre juridique dans lequel la SNEL a évolué jusqu'à aujourd'hui ne disait jamais que la SNEL avait les monopoles. D'ailleurs, en 1974 jusqu'en 1979, la Régie des eaux était producteur et distributeur d'électricité. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qu'on a proposée à l'Assemblée, au Sénat? Oui, madame, mais c'est ça le problème de notre pays, c'est qu'on ne s'attaque pas au vrai problème. Moi, je dis, on ne s'attaque pas au vrai problème. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, il est simple. Au départ des Belges, la colonisation, nous avons 650 mégawatts capacité de production, 80% installés au Katanga, parce que la politique coloniale, c'est quoi? L'électricité où il y a les industries. Accès à l'électricité, 1-2%. Pour le reste, pour les domestiques, mais c'est surtout les cités dites européennes qui bénéficient. Moi, à notre période, on étudiait sous les réverbères, l'éclairage public. À partir de 67, l'autorité de l'époque décide de construire Inga. On investit plus de 2 à 3 milliards de dollars pour construire Inga 1, Inga 2 et la ligne qui va de Inga jusqu'à Kolwezi. Et les autres, les réseaux de transport associés, la ligne Inga-Kinshasa, on renforce les réseaux haute tension du Katanga. Cela veut dire quoi? En 82, la puissance installée est passée de 650 à 2500. Mais aujourd'hui, on en est à combien? Aujourd'hui, on en est à 1000. À 1000. De disponibles. Cela veut dire quoi? Nous faisons toutes les lois. Mais les lois pour vendre quoi? Le problème aujourd'hui, c'est d'investir dans les infrastructures. C'est là où j'en reviens à la Banque mondiale. C'est revenir aux infrastructures. Ça veut dire d'abord réhabiliter ce qui existe pour remettre la situation au moins à 2500 et puis penser déjà à construire de nouvelles installations, mais vous avez été PDG de la SNEL à un moment, mais vous savez quand même qu'une ville, une agglomération prend de la place, une agglomération s'agrandit. Est-ce qu'on n'avait pas une politique pour prévoir cela? Mais madame, toutes ces questions-là, au fait, je suis d'accord avec vous, on aurait dû se les poser il y a 20 ans, parce qu'on avait de l'électricité. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. On peut prévoir tout ce qu'on veut, mais la production est au niveau où elle est maintenant. Ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, il faut réhabiliter ce qui existe. Commencer à investir dans les installations de production, de transport et de distribution, mais en tenant compte des erreurs du passé. Et quelles sont les erreurs? Voilà. Pratiquement, les erreurs, c'est quoi? C'est que quand les autorités à l'époque pensent construire Inga, première erreur, ils pensent que Inga est la solution à tous les problèmes de l'électricité au Congo. Alors que on devait bien savoir, et on doit le savoir aujourd'hui, Inga ne va pas résoudre l'ensemble du problème du Congo. Même avec Inga 3 qu'on a... Même avec Inga 10. 2015 aujourd'hui. Même, on prévoit en 2000. En 2015 déjà. Il y a Inga 1 et Inga 2, et après Inga 3. Mais
Où est-ce qu'on en est avec Inga 1 et Inga 2 pour commencer déjà à penser Inga 3? Moi, je crois que la première question serait de se poser la question, Inga 1 et Inga 2 sont où? Mais Inga 1 et Inga 2, 1740 MW, aujourd'hui, les disponibles, c'est à peu près 900. Ça veut dire presque la moitié. Mais il faut d'abord régler ce problème-là. Bref. Donc, et à l'époque, le rêve industriel de l'autorité de l'époque, je vous dis, on pensait enrichir l'aluminium, on produisait l'acier, on raffinait tout notre cuivre ici, on produisait l'eau lourde, l'hydrogène. Tout ça, ça n'a pas marché. Ce qui fait que... Mais M. Bakali, il y a peut-être ce mythe de la SNEL qui vend son électricité ailleurs, au Congo-Brazza, en Afrique du Sud, partout. Et pourtant, ici, en République démocratique, on n'a pas du courant. Expliquez un peu à la population. Où, madame? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas du courant, mais le Congo a du courant, l'Afrique du Sud a notre propre courant? L'Afrique du Sud a le quart de la capacité installée en Afrique, 52 000 mégawatts. Et l'Afrique du Sud pense d'ici 5 ans atteindre 100 000. Mais nous, on a 1000 de disponibles. Vous allez vendre quoi à quelqu'un qui a 50 000 quand vous avez 1000? Donc le courant de la RDC n'arrive pas en Afrique du Sud? Il peut arriver, mais on n'en a plus. On n'en a plus. Vous parlez du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui a acheté chez nous, c'est vrai, est passé en 10 ans, 2002-2012. Le Congo-Brazzaville est passé de 82 MW, capacité installée à 500 aujourd'hui. Cela veut dire, continuons à rêver, demain on achètera du courant du Congo-Brazzaville pour Kinshasa. Si la situation est celle-là. C'est pourquoi j'ai dit, tirons les leçons du passé. Inga, c'est ce que quand... C'est un éléphant blanc selon vous, Inga? Ça a été un éléphant blanc? 2 et la ligne, oui. Parce qu'un éléphant blanc, c'est comme disent les Indiens, c'est l'éléphant qu'on élève, qu'on nourrit, mais qui ne travaille pas. Inga 2, construit, 5 ans après, 2 groupes tombent en panne, définitivement, ça n'a plus jamais marché. Mais on doit l'entretenir. La ligne Inga-Chaba doit transiter 1000 MW, il n'a jamais dépassé le quart. On doit l'entretenir. Dans ce sens, ce sont des éléphants blancs. Mais pour autant, aujourd'hui, on peut penser que Inga 2 n'est plus un éléphant blanc. Donc il faut le réhabiliter. La ligne n'est pas un éléphant blanc, il faut le réhabiliter. Mais commençons par réhabiliter. Faisons un programme clair. Mais qu'est-ce que vous pensez des énergies nouvelles aujourd'hui? On a du soleil, on a du vent. Mais pourquoi est-ce que la SNEL, si vous le permettez, ne pense pas à ces énergies renouvelables? Parce que madame... Inga il y a trop de groupes électrogènes aujourd'hui. Inga ne fascine pas que le monde. Inga fascine les Congolais à un niveau où ça devient presque un fantasme. Quand vous lisez la documentation officielle, nous allons être l'acteur incontournable de la politique énergétique de l'Afrique. Nous allons vendre à l'Afrique du Sud. J'ai vu... pour Inga 3, déjà l'Afrique du Sud achète 2000 MW. Mais l'Afrique du Sud n'en a pas besoin. D'abord, aucun pays au monde ne va lier son avenir énergétique à un autre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, même le Brésil, qui a la même configuration hydraulique comme nous, ne dépend pas que de l'hydraulique. En Afrique aujourd'hui, sur les 200 000 capacités installées, l'hydraulique ne représente que 15%. Donc arrêtons de fantasmer sur Inga. Soyons réalistes, mettons-nous peut-être à d'autres énergies comme le solaire ou l'éolienne. Aujourd'hui, ce que j'attends dans ce que la question qui est posée au ministre, moi je crois que c'est une très mauvaise question, mais à laquelle on peut essayer de donner de bonnes réponses. Mauvaise question. Notre énergie électrique coûte, c'est la moins chère, on dit. On paye moins cher, la moins chère du monde. Par rapport, par exemple, à Brazza, où le coût est assez élevé. Mais chez nous, l'État subventionne encore aujourd'hui le coût. Non, l'État dit qu'il va subventionner. Bon, à mon souvenir, j'ai jamais vu la subvention, sauf que tout l'investissement, les 3 milliards d'investissement, c'est l'État qui a pris en charge. Non, je voulais dire simplement ceci. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire un programme.
l'Angola prévoit 17 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. C'est clair, hein, c'est prévu. Le Nigeria prévoit de passer de 8 000 à 14 000 mégawatts d'ici 5 ans. C'est prévu. Mais et chez nous? Chez nous, on ne sait pas. C'est peut-être ça, Inga 3, on prévoit peut-être de... Oui, mais Inga 3, pour... de créer 4800 mégawatts, si je ne me trompe pas, c'est ça le chiffre. C'est 4000 à peu près. Mais oui, mais pour alimenter qui? Pour quel taux d'accès? Parce que le taux d'accès, il y a un problème. L'autre erreur qu'on a faite et qu'on risque de faire maintenant, le projet électrique n'est pas un projet en soi. On ne peut pas réfléchir, on va électrifier le pays. Le projet électrique est un sous-projet d'un ensemble, projet industriel et projet de développement général. Parce que augmenter le taux d'accès à l'électricité n'est pas une fin. Si la personne qui a l'électricité ne peut s'acheter qu'une ampoule, vous avez réglé quel problème? Donc c'est un problème d'ensemble. Ce qui est clair aujourd'hui, notre pays doit se dire quel est le taux de croissance qu'il veut, quelle est la politique d'industrialisation qu'il veut, et là, quel est le besoin énergétique qui en résulte. Or ça, on ne voit pas. Quand vous lisez la documentation officielle... Donc on navigue un peu à vue par rapport à l'énergie électrique. Je ne sais pas, mais quand vous lisez lisez la documentation officielle, quand vous prenez la documentation du ministère du Plan, lui dit, nous on va vendre à l'extérieur. Quand vous prenez celui de l'économie, il dit, nous on va faire autre chose, de l'environnement autre chose, de l'énergie... Il n'y a pas un consensus national par rapport à ce secteur. On ne sait pas. Donc le vrai problème, c'est celui-là. Moi je crois que le secteur de l'électricité est d'une importance telle qu'aujourd'hui, de la même manière que je disais qu'il faut se retrouver, débattre de nos relations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire, on doit en discuter et éviter de faire ce qui s'est passé il y a 40 ans, où on a décidé, on a fait avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec notre thème. Nous allons à l'UNPC, où l'ouverture de l'instruction préliminaire des 4 éditeurs accusés de tentative d'escroquerie par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a commencé. La commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC, appelée tribunal des pairs, a procédé à l'identification des accusés. Nous allons suivre l'organisation du jury de fin de cycle. La commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo, appelée Tribunal de pairs, revient à la charge pour statuer sur l'affaire de 4 éditeurs accusés des tentatives d'escroquerie par les présidents de la Chambre basse du Parlement. Pour ce faire, les juges ont révélé aux accusés les griefs retenus à leur charge, chose qui justifie leur présence devant les tribunaux de pairs. 2 éditeurs seulement se sont présentés et ont fourni leur identification, alors que 2 autres ont brillé par leur absence. Il s'agit en fait de Pascal Moulunda, éditeur du journal Le Moniteur, détenteur de la carte de l'UNPC depuis 2001, et Jenny Avedila, éditrice du journal Le Futur, jusque-là non détentrice de la carte de l'UNPC. Après l'identification, le tribunal de pairs a promis de siéger sur ce dossier avant de renvoyer les accusés à fournir leurs moyens de défense. Ça consistait à l'identification des journalistes, leur signifier pourquoi le tribunal des pairs est fondé à pouvoir les entendre et les assurer qu'ils ont aussi la pleine liberté d'élaborer leurs moyens de défense, d'autant plus que l'instruction qui va s'en suivre sera à charge ou à décharge. Ça correspond en effet à notre volonté clairement exprimée au président de l'Assemblée nationale, M. Aubin, de pouvoir se désister et de se référer à notre commission qui a un ressort de moralisation et de jugement de journalistes qui se trouvent en irrespectabilité de règles déontologiques et d'éthique. Les accusés devront donc apporter tous les éléments nécessaires pour leur défense le 31 mai prochain. Au cas contraire, ils seront sévèrement sanctionnés conformément à l'éthique et la déontologie professionnelle. Le Collège international bilingue, le Cartésien, a un statut international, voilà qui justifie les 2 volets de son programme d'enseignement. Le premier est national et le second international.
Les épreuves du jour visent à préparer les collégiens au bac international. Le jury de ce jeudi était une véritable démonstration des connaissances acquises tout au long de l'année académique. L'anglais, le français et l'espagnol sont le cours retenu pour ces éliminatoires. Attention chers élèves, ça se passe à l'oral et à l'écrit. It was a time of industrial progress. Factories, railways and bridges were built. Cities expanded greatly. Steve Mbikaï, promoteur du Collège international bilingue Le Cartésien, mais aussi du lycée Carnot, par des conditions de participation au jury de fin de cycle. Pour ce qui est du programme international, nous procéderons à un jury au niveau primaire, au niveau du collège et au niveau du lycée. Là, nous sommes en période des éliminatoires, c'est-à-dire seuls les enfants qui vont passer le jury oral de français, anglais, espagnol, mais aussi l'écrit français, anglais, espagnol, qui auront fait au moins 12 sur 20, pourront passer à l'étape de passer les épreuves de mathématiques, physique, chimie et aussi cours d'option. Et à la fin, on va leur décerner au niveau primaire et du collège un certificat de fin de cycle. Et au niveau terminal aux humanités, donc au lycée, ils auront un baccalauréat de notre école qui pourrait, n'est-ce pas, les aider pour l'inscription dans d'autres universités ailleurs, mais pourquoi pas dans d'autres grandes écoles internationales. L'initiative est saluée par cet élève. Pour moi, c'est vraiment une bonne idée, parce que pas seulement pour nous, ceux qui sont en troisième, mais pour ceux aussi qui sont en terminale. Avec ce brevet-ci, vous pouvez être intégré dans n'importe quelle université. Les élèves qui auront réussi à ces épreuves axées sur le programme international se verront décerner le certificat de fin de cycle. Ce document sera annexé aux pièces officielles décernées par l'État congolais. Monsieur Bakali, vous avez été PDG de la SNEL. Est-ce que vous est déjà arrivé d'être harcelé par les journalistes? Harcelé? Harcelé, non. À l'époque où j'étais PDG. Okay. Je crois que autre temps, autre mœurs. Je ne sais pas si aujourd'hui les journalistes harcèlent, mais je n'ai pas à l'époque vécu de telles situations. D'autant plus qu'on avait toujours de très bonnes relations avec les rédactions. Bon, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est vrai, mais c'est peut-être une pratique maintenant, mais moi je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas gardé des partenaires de la presse que j'ai eu cette image d'harcèlement. Non, bon, les jeunes journalistes, mais c'est par rapport à un aîné, jamais par rapport au travail que je faisais. Et qu'est-ce que vous pensez de la presse aujourd'hui, Bakali? Elle fait bien son travail, la presse est impartiale, la presse est libre. La presse, la liberté, je crois que il y a quand même une grande liberté de ton. Par rapport à la Deuxième République. Par rapport à la Deuxième République. Mais je crois que pour être constructif, parce que le vrai combat de notre pays, c'est celui-là, la presse doit quitter peut-être, ne doit pas se complaire dans cette liberté de ton, essayer d'amener le débat, d'amener le vrai débat. Moi, j'ai l'impression que la presse fait entraîner beaucoup dans des débats que je dirais un peu faux. Okay. Vous voyez, aujourd'hui, on a parlé un peu du problème de l'électricité. Mais l'électricité, c'est un très grand problème. Et moi, je crois que la presse devait y veiller plus, se focaliser sur la production des richesses, sur l'éducation. Moi, ça me désole parfois de suivre la presse pendant 2 semaines, alors que ce qui se passe dans notre système éducatif est connu de tout le monde, mais on n'en parle pas. C'est comme si c'était normal. C'est justement ça. Moi, je crois que la liberté ne suffit pas. C'est ce qu'on fait de cette liberté qui est importante. Alors, c'est vrai, Deuxième République, ceci, cela, ça c'est vrai, mais la liberté aujourd'hui, qu'est-ce que la presse en fait? Il y a des problèmes de société graves dans notre société
Mais personne ne s'y intéresse. Nous prenons la place de l'anglais aujourd'hui dans l'éducation. Nous avons suivi par rapport au collège cartésien. L'anglais a une place importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment obligé, M. Bakali, de parler anglais aujourd'hui pour émerger? Ah oui, on doit parler. Mais peut-être demain les Chinois aussi. On rigole, mais aujourd'hui, j'ai ce comparison. Je suivais France 2 ou quoi hier, il y avait un débat justement parce qu'il y a une loi maintenant qui oblige l'étude de l'anglais dans toutes les universités. On n'écoute pas, on est obligé. La plupart des gens, des investisseurs qui viennent chez nous parlent anglais. Et notre éducation doit être, comme on dit, au niveau des standards mondiaux. Ça veut dire qu'un économiste ou un ingénieur qui termine dans nos universités doit être à même d'exercer partout. D'exercer partout. Donc il doit parler l'anglais. Il doit, nécessairement. Je vous dis que même le chinois, dans certaines universités maintenant, on commence à apprendre le chinois et on y sera peut-être obligé quand on voit la pénétration de la Chine aujourd'hui chez nous, dans le monde. Moi, je crois que c'est d'une... Est-ce qu'aujourd'hui, l'anglais doit être placé en RDC comme la deuxième langue officielle? Non. Comme au Rwanda ou au Gabon, c'est déjà langue officielle, je ne crois pas que ça soit ça là. Mais ça doit être la deuxième langue enseignée dans les écoles. Langue officielle, non. On a le français, on a nos propres langues. Priorité à celle-là. Parce qu'il ne faut pas dire si on apprend l'anglais, on doit abandonner parce qu'on n'a pas discuté de nos langues propres et du français. Non. Je crois qu'il est nécessaire que nos universitaires, notre élite, soit bilingue en tout cas. Soit bilingue. Voilà, nous allons terminer, mesdames et messieurs. Nous nous rendrons en province orientale où la nationale numéro 4 qui part de Kisangani, Mama, Mambasa et Luna à environ 700 km et dans un état très délabré. Jean Bamanissa a emprunté lui-même ce tronçon pour lancer un message clair. Cette route serait bel et bien réhabilitée et nous allons suivre l'avancement de travaux sur le pont Djili ici à Kinshasa. Véritable casse-tête pour tous ceux qui empruntent la route nationale 4 qui part de Kisangani, Nyanya, Mambasa, Luna, soit une distance de près de 700 km. Tout le long de ces tronçons, des bourbiers et autres crevasses empêchent la fluidité de la circulation. À cela s'ajoute l'insécurité créée par les hommes de Paul Sadala, alias Morgan. Malgré cette situation explosive, Jabamanissa Saïdi ne s'est pas empêché de faire cette route. Question pour lui d'apporter l'espoir à une population désespérée. Tulilia mingi Raisi Joseph Kabila alilomba gouvernement tuikale na iba pamoja tuangalie ba programu yote yenye tunaweza kufanya. Kitu ya pili ku njia toka Luna Komanda mpaka Nyanya. Mwaka ine mzima itafanya tu kutengeneza njia hii. Au mauvais état de route s'ajoute également le problème des ponts. Ces derniers qui ploient sous le poids de l'âge ne supportent plus les chargements au-delà des tonnes requises. C'est le cas de ces ponts jetés sur la rivière Loya qui s'est écroulé depuis le 27 mars dernier. Il n'y a pas à s'inquiéter. Pour le moment, c'est un dépannage. Donc, on va remettre ce pont Bélé et bientôt, il y aura un pont Mabé compact descend. En attendant, le sort de plus de 2000 passagers, dont quelques bébés qui passent nuit à la Belle Étoile, est suspendu à ces travaux de réhabilitation. Jabamanissa Saïdi n'a pas échappé non plus au sort réservé à tous ceux qui empruntent cette voie. À plusieurs fois, le véhicule de son cortège sont restés terrés dans des bourbiers pendant de longues heures.
Comme les démontrent ces images, il s'agit vraiment de la révolution de la modernité. Les travaux d'élargissement à 8 voies de passage du pont Djili en sont une preuve éloquente. Les ingénieurs de l'entreprise chinoise Craig 8 travaillent d'arrache-pied pour lui revêtir de sa plus belle robe. Ici, les travaux attirent l'attention des passants, ce qui était un rêve hier devenu une réalité. Chantal Dioulou, chef de projet Boulevard Lumumba Lot 2 et 3, parle ici de la mise en œuvre du pont qui est un ouvrage d'une profonde fondation. En fait, l'ouvrage il est posé sur une fondation profonde, et cette fondation profonde devrait passer par le battage depuis le temps commencé. Ça paraissait comme de l'utopie et même la population s'est plaignée compte tenu du fait qu'ils ne remarquaient pas, ils ne comprenaient pas que toute assise, tout ouvrage se repose sur une fondation. David Toulouenga, chef de mission de contrôle des surveillances à l'agence de grands travaux, explique les étapes de la pose de la poutre ainsi que la fiabilité des travaux. La fiabilité, là où d'abord, avant de construire, on commence par étudier. Vous avez vu que c'était en dehors, on a poussé et il y a un palan qui tire cette poutre-là jusqu'à ce que c'est arrivé sur l'échafaudage. L'échafaudage qui est constitué en pont belé. Mais le pont belé, on va l'enlever à la fin du projet. Au total, 24 poudres préfabriquées seront posées avec pour utilité de supporter le poids du trafic. Elles auront chacune 22 mètres de longueur, seront posées sur le pont Djili qui aura 80 mètres de longueur et 17 mètres de largeur, dont la capacité sera de 56 tonnes de poids à supporter. La pose de la première poutre ce jeudi prouve que les travaux ont pris une vitesse de croisière, sauf imprévu. Les travaux d'élargissement prendront fin le 30 juin de cette année. Ce qui revient à dire que la révolution de la modernité, vision quinquennale du chef de l'État, est une réalité. Monsieur Bakali, vos impressions à chaud par rapport à ces deux images dans la province orientale et ici à Kinshasa? À chaud, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, le vrai combat que nous avons maintenant, c'est un combat des infrastructures. Sur la route en province orientale, j'ai un seul rappel parce que ça renforce l'idée que j'ai, que je me fais de la nécessité de remettre tout sur la table avec les bailleurs de fonds. Savez-vous que pendant au moins 20 ans, toutes ces routes-là à l'intérieur devaient être gérées par l'office de route. Et l'office de route était dirigé par un Français. On a eu l'occasion avec un ami qui est d'ailleurs aujourd'hui à la tête de l'office de route, de faire un peu le consultant à l'office de route. Et on discutait avec un bureau d'études qui nous a dit tout ce que la coopération, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, coopération française, japonaise, tout ce qu'ils ont donné comme ressources à l'office de route. Et donc 80% a servi à acheter des engins dans ces mêmes pays. Il nous disait, même pour construire la route qui part du Caire au Cap, on n'avait pas besoin de ces engins-là. Tout a été mis dans les engins. Regardez l'état des routes, de ces routes-là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire le point. Il faut revoir nos relations parce que tous ceux qui veulent être en partenariat avec nous doivent savoir que la survie de ce pays passe par les infrastructures, c'est-à-dire routières, électriques, comme on a dit, et le reste. Ça, c'est nécessaire. Bon, s'agissant du pont à Kinshasa, ça, on ne peut que se féliciter. C'est quelque chose mais je crois qu'au-delà de ce que nous faisons à Kinshasa, les vrais problèmes de ce pays sont reflétés par ce qu'on vient de voir à l'intérieur. Nous n'allons pas terminer sans prendre quand même votre province d'origine. Comme vous le savez, il y aura des élections pour choisir le nouveau gouverneur. Selon le communiqué de presse de la CENI que j'ai ici, il y a plus ou moins 25 noms présentés à la CENI. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il 25 personnes pour gouverner la province de l'Équateur? Et
Paradoxalement, vous n'y êtes pas. Ça m'étonne d'ailleurs. Madame, ça, je reviens toujours à... J'aime bien cette expression de Martine Aubry. Quand il y a trop de flou, il y a un loup. Parce que le vrai problème de cette région-là, de toutes les régions, ce n'est pas qui va être gouverneur. Parce que quel que soit celui qui sera gouverneur, au-delà de son image, de sa posture, il va rencontrer les mêmes problèmes que son prédécesseur a rencontrés. Ça veut dire l'incapacité dans la situation actuelle, dans l'organisation actuelle, de développer sa province. On parlait de l'électricité. Quel est le gouverneur qui, dans le contexte actuel, donnera l'électricité à l'Équateur? Je n'en vois pas. Donc je me dis que le vrai problème, le vrai combat que nous devions avoir, c'était comment créer les conditions d'un développement, comme dit le chef de l'État, de cet État émergent. Comment expliquez-vous que votre province soit aussi reculée sur le plan du développement par rapport peut-être à la province? Mais vous connaissez toutes les provinces. Vous connaissez toutes les provinces. Parmi les plus pauvres, si je ne me trompe pas. Mais toutes les provinces sont pauvres, à part peut-être... Le Katanga encore. Ouais, le Katanga visible. Ah, ouais, okay. Le Katanga visible. C'est pourquoi je vous dis que abandonner cette liberté de fond, essayer de connaître les vrais problèmes. Non, toutes les provinces sont pauvres. La pauvreté est partout. Ce n'est pas le fait des gouvernants actuels, non. Mais c'est l'accumulation. C'est un processus dans lequel tout le monde a participé. Les Congolais, Zaïrois à l'époque, Congolais aujourd'hui, les hommes politiques, l'élite congolaise, vous les journalistes, les bailleurs de fonds. C'est comme une conspiration. Et moi je me dis toujours, quand on fait un tour en arrière, on a l'impression que nous avons vécu le processus d'un échec à programmer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, comme l'a dit M. Bakali, nous avons vécu le processus d'un échec programmé. Espérons que ça va changer d'ici là. Tout le monde a mis espoir. Je crois que nous devons être optimistes. Optimiste quand même. Parce que nous savons que le peuple congolais est un peuple très dynamique et ce pays renferme des potentialités telles que, en un laps de temps, pas long, dès que nous voulons vraiment faire, nous allons décoller. C'est comme disait Obama, yes we can. Yes we can. Vraiment une parole d'optimisme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal aussi, si on peut se permettre, de ces magazines à Info 7. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à toi, Olivier Kawata, depuis Paris en France, parce que j'ai des gens qui me suivent de partout dans le monde. Et merci à toi, Alan Lofoli, pour ta fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouverai, mesdames et messieurs, le dimanche prochain pour une autre magazine. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par iBurst Africa, Internet sérieux.